La retraite de Serena Williams, la désillusion de Matteo Berrettini, ainsi que le choc entre Nick Kyrgios et Daniil Medvedev, c'est le programme de ta deuxième crème liftée à Montréal. C'est parti, jingle! Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'ai des passionnés de tennis comme vous à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à smatcher le bouton pour vous abonner, sachant que nous allons avoir une couverture pour Montréal, Cincinnati ainsi que l'US Open. Dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, nous allons revenir sur la deuxième journée à Montréal avec cette annonce de la retraite de Serena Williams, Berrettini qui a craqué contre Carreño Busta, ainsi que le choc entre Medvedev et Kyrgios. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo si tu veux connaître notre pronostic. On commence tout de suite avec l'annonce de la retraite de Serena Williams. Pour la petite histoire, lorsque j'ai publié la première crème liftée de la première journée à Montréal, juste quelques secondes après, sur Twitter, on a eu les images de Vogue avec les déclarations de Serena Williams qui parlaient de sa fin de carrière qui est pressentie après l'US Open. Voici ces déclarations. Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu que j'aime le tennis, mais maintenant le compte à rebours est enclenché. Serena Williams dit vouloir se concentrer sur son rôle de maman, ses objectifs sur le plan spirituel pour découvrir une nouvelle, mais tout aussi passionnante Serena. Et elle avoue qu'elle va savourer les prochaines semaines. Donc Serena Williams, c'est 23 titres du Grand Chelem, bientôt 41 ans. Depuis quelques années, elle court après son 24e titre du Grand Chelem pour égaler Margaret Court, sachant qu'elle ne s'est plus imposée en majeur depuis sa finale contre sa sœur Venus Williams à l'Open d'Australie 2017. Donc ça a été compliqué, elle a été maman et maintenant, elle voit pas ça forcément comme une fin de carrière, mais comme un nouveau challenge d'après avoir construit sa carrière tennistique, son CV tennistique, de maintenant construire sa vie familiale, sa famille et également son rôle en tant que maman. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie page qui se tourne parce que Serena Williams est une immense championne. Pour rappel, elle avait ce petit rêve de gagner l'US Open. Derrière, elle gagne 23 titres en majeur. En simple, c'est tout simplement monstrueux. Ça a été une source d'inspiration monumentale, je pense, pour plein de joueuses, voire pour certains joueurs, avec cette figure en tant que numéro 1 mondiale, cette patronne qui vraiment, durant des années, a su se remettre en question et a vraiment dominé le circuit féminin. Donc forcément, ça va créer un vide, sachant que Venus Williams devrait suivre également sa sœur aînée qui est un petit peu plus vieille qu'elle, devrait prendre sa retraite à peu près dans les mêmes eaux que Serena Williams. Donc forcément, une page du tennis va se tourner, une page de l'histoire du tennis va se tourner et on peut être un petit peu triste, un petit peu nostalgique par rapport à tout ce que ces championnes nous ont apporté dans les dernières années. D'ailleurs, tout ça m'a donné envie de revoir le film La méthode Williams, tu sais, ce film où Will Smith joue le papa de Venus et Serena et explique un petit peu le process pour les faire devenir des championnes par toutes les étapes où elles sont passées. D'ailleurs, je t'invite à me dire en commentaire le meilleur souvenir que tu as de Serena Williams parce que qu'on apprécie ou non la joueuse, forcément, on peut avoir qu'un immense respect pour cette championne et tout ce qu'elle a accompli. Au niveau du plan, on va revenir sur la désillusion de Matteo Berrettini qui s'incline en 2-7 contre Pablo Carreño Busta, 6-3, 6-2. L'Italien peine vraiment à retrouver son niveau depuis qu'il a été testé positif au coronavirus, qu'il a contracté la Covid-19 durant Wimbledon, que ça a brisé un petit peu ses rêves alors qu'il était sur une très bonne dynamique sur gazon. Il avait de grands espoirs pour le Grand Chelem britannique, forcément au vu du niveau qu'il montrait. Et là, c'est vraiment compliqué pour lui de retrouver ses sensations. Seulement 59% de première balle, 28% des réussites derrière sa seconde balle, 14 coups gagnants, 30 fautes directes. Vraiment un Italien méconnaissable, beaucoup trop précautionneux, qui jouait des balles neutres au centre face à un Carreño Busta qui n'en demandait pas tant, d'autant plus que c'est un joueur solide du fond du court qui a un très bon revers à plat, qui rebondit peu et forcément qui allait gêner l'Italien dans sa diagonale revers, qui allait l'entraîner à la faute. C'est exactement ce qu'on a vu, mais vraiment Matteo Berrettini qui, à quelques semaines de l'US Open, inquiète. Va-t-il arriver à retrouver son niveau de jeu? Celui qui a signé un retour gagnant, c'est Gaël Monfils contre Pedro Martinez, 7-6, 3-6, 6-2, deux fois demi-finaliste à la Rogers Cup en 2016 et en 2019. Est-ce qu'il y a une règle de 3 pour lui, 2016, 2019, 2022? J'en doute au vu du peu de repères qu'il a en 2022, sachant qu'il n'avait plus joué depuis cette défaite contre Novak Djokovic dans le tournoi de Madrid. Là, il peut se rassurer avec cette première victoire quand même contre Pedro Martinez. Mais derrière, ça va être Maxime Cressy qui
qui est un joueur toujours compliqué à manœuvrer avec son style atypique, le service volé. Et enfin, un petit mot sur Denis Shapovalov qui depuis sa victoire à Rome contre Rafael Nadal enchaîne les déconvenus. Sur les 10 matchs qu'il a disputés depuis cette victoire contre le Mallorquin, c'est 9 défaites pour une seule victoire, sachant que sa seule victoire c'était à Wimbledon contre Arthur Rinderknecht. Là il s'est incliné en 2-7 au premier tour contre Alex de Minaur où, comme d'habitude, il a montré le manque de consistance qu'il a dans son jeu en commettant énormément de doubles fautes, en étant beaucoup trop irrégulier côté revers. On l'a vu, il est revenu pour disputer la fin du tie-break contre l'Australien et ça fait une double faute et plusieurs vilaines fautes côté revers. Et enfin, pour le dessert, on va s'attarder sur le match popcorn de ce deuxième tour à Montréal. Je parle bien évidemment de l'affiche entre Daniil Medvedev et Nick Kyrgios, les vainqueurs de la semaine dernière, sachant que le Russe s'est imposé à Los Cabos et l'Australien à Washington. Mais avant tout, laisse-moi te parler de notre partenaire BetClick, qui, si tu n'as pas de compte chez eux, avec le code promo GST en majuscule lors de ton inscription, tu vas profiter d'un bonus de bienvenue. Si ton premier pari est perdant, il est remboursé à hauteur de 100 € en free bet. Et en plus, ça te donne accès à l'intégralité des matchs de Montréal. Donc ça, c'est plutôt cool. Et nous, en contrepartie, on touche une petite rémunération qui nous permet de progresser de façon qualitative. Au niveau des face-à-face, il y a 2-1 pour Nick Kyrgios, 1-0 pour Medvedev en 2022, sachant que les deux hommes se sont affrontés à l'Open d'Australie. Ça avait fait une sacrée bataille et c'était le Russe qui en était sorti vainqueur. Par contre, l'Australien n'a jamais perdu en 2-7 gagnant contre Daniil Medvedev. Nick Kyrgios est très en confiance en ce moment, c'est sa 7e victoire de suite, sachant qu'il s'est imposé au premier tour contre Sebastian Baez. Il a remporté 12 de ses 13 derniers matchs. Pour rappel, il a été en finale à Wimbledon où il s'incline seulement contre Novak Djokovic en 4-7. Et on sent quand même que quand Nick Kyrgios, ça commence à tirer mentalement. Il l'a dit lui-même, physiquement ça va, mais mentalement ça commence à être compliqué. C'est un joueur qui n'est pas habitué à de telles séries. Il n'a pas forcément la régularité, la constance à l'entraînement pour pouvoir être à la hauteur sur une série comme ça de victoires. Donc forcément, ça va être compliqué à un moment ou à un autre contre Sebastian Baez. C'est la première fois qu'il se faisait breaker, sachant que même s'il a perdu un set contre Frances Tiafoe à Washington, il n'avait pas concédé son engagement. Là, il a perdu un service contre l'Argentin. Bon, ça n'a eu aucune conséquence, sachant qu'il dominait largement Sebastian Baez. Il était un petit peu trop facile d'ailleurs. On le sentait, il ne bougeait pas énormément. Il attendait vraiment que son adversaire fasse la faute, où lui, il attaquait dans tous les sens. On ne l'a pas vu vraiment s'impliquer forcément dans ce match, où c'était un petit peu trop facile. Pour lui, il savait qu'il était largement au-dessus de son adversaire. Il faudrait un tout autre visage pour vaincre Daniil Medvedev, d'autant plus que la surface de Montréal est 1000 fois plus lente que celle de Washington. Et on l'a vu, Nick Kyrgios a eu beaucoup plus de difficultés à avoir de points gratuits sur son service, à faire énormément d'ace, comme ça avait été le cas à Washington. Au niveau des clés tactiques, les forces de Nick Kyrgios, c'est son service et son revers où il arrive dans cette diagonale à garder la balle très très basse. Après, côté coup droit et à la relance, c'est un petit peu plus compliqué, sachant qu'à la relance, finalement, il n'a pas de tactique particulière. Il fait par anticipation, donc des fois ça marche et des fois c'est pas payant. Donc contre Medvedev, forcément dans cette diagonale revers, ça va être compliqué. Le Russe qui la tient très très bien, qui en plus est en confiance après son titre à Los Cabos, qui n'a pas joué à Wimbledon, qui a pu recharger les batteries, qui à la fin il l'a dit lui-même, en plus il arrive dans sa période favorite, il va devoir défendre son titre de l'US Open 2021, donc on va avoir de très beaux échanges dans la diagonale revers. Medvedev qui va peut-être axer le jeu sur le coup droit de son adversaire qui manque un petit peu de consistance, qui est le cas également de celui de Medvedev, mais Medvedev avec cette surface un petit peu plus lente qui va se mettre un peu plus loin de sa ligne, va faire déjouer, je pense, Nick Kyrgios en le forçant à commettre la faute, sachant qu'il aura beaucoup moins de points gratuits. Il va très bien relancer les premières de Kyrgios. Donc ça risque d'être compliqué pour l'Australien qui peut se frustrer et qui peut commencer à accuser le coup avec cette fatigue mentale qu'il accumule. Il va devoir essayer de dérégler un petit peu le rythme de son adversaire avec du slice côté revers, faire des services volés, monter au filet pour profiter un petit peu de cette position lointaine de son adversaire. Mais honnêtement, je vois une victoire de Daniil Medvedev avec, je pense, un très bon match. Et par rapport à tout ce que j'ai évoqué, la fraîcheur mentale des deux joueurs, le fait que la surface soit plus lente qu'à Washington, je vois quand même un avantage pour le Russe et c'est pourquoi je vois une victoire de Medvedev. Voilà ce que j'avais à dire pour cette deuxième journée à Montréal. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis et nous on se retrouve très très vite pour continuer à suivre ce tournoi canadien. Ce jeudi, ça sera Greg et ensuite, comme je te l'ai dit, je pars en vacances, donc je reviens mardi matin pour couvrir Cincinnati. Là, durant les quelques jours qui restent à Montréal, on va essayer de faire au mieux, on va confier les clés à Alex qui va essayer de couvrir la fin de tournoi, peut-être avec une preview finale et la review de la finale. Donc voilà, profite bien de tes vacances, porte-toi bien et on se retrouve très très vite. Ciao ciao tout le monde.